Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonjour, bonjour, bonjour. Les vraies voix de l'été, ensoleillées ou pluvieuses, caniculaires ou tempérées, quoi qu'il se passe, nous maintenons le cap à vos côtés pour évoquer l'actualité sans langue de bois. Notre devise, je la rappelle, sérieux et souriant. Vous réagissez à propos de cette actualité via le standard de Sud Radio, 0826 300 300. Je regarde Césac, visiblement. Ah oui, alors vous voyez, ça fonctionne bien, vous allez être bien reçus. Ici, c'est du parlons vrai. Et comme c'est du parlons vrai, nous choisissons à chaque fois les meilleures vraies voix possibles. La preuve, elles sont là. Les vraies voix Sud Radio. Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Bonsoir Abel. Bonsoir Frédéric. Alors dois-je, parce que ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube verront que vous êtes cravaté. Ce n'est qu'un petit détail, voyons. Oui, mais c'est important. Est-ce que c'était pour nous rendre honneur? Oui, mais bien sûr, vous savez à quel point je vous apprécie et j'apprécie la radio. Eh bien, écoutez, nous vous apprécions. Tout comme nous apprécions Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement Les Républicains à Paris dans le 12e et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Chère Corinne. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes comment? Mercredi aujourd'hui? Oui, oui, c'est ça. Je vous aime bien le mercredi parce que bon, vous êtes quand même spécialiste de la journée des enfants, mais là tout est rebattu puisque c'est les vacances, il n'y a pas de jour d'enfants, c'est tous les jours. Non, quoi. C'est tous les jours les enfants. Voilà. Bon, très bien. Et puis Mr. Jeremy Stubbs. Good evening. Ah, c'est tellement beau l'accent anglais. J'essaye de... Et alors... Évidemment, Abel Boilly, je vous ai présenté, cher Abel, comme je le fais à chaque fois, c'est-à-dire président de cette association Tous Uniques, Tous Unis. C'est vous qui avez la réponse à la question. Quelle pression. Alors, ce qu'il est intéressant de noter dans la société française, ce n'est pas inhérent qu'à la France, mais on va rester focalisé sur nous. Et c'est intéressant à analyser même anthropologiquement. On voit qu'au quotidien, effectivement, il y a beaucoup d'isolement, il y a beaucoup d'égoïsme, sans compter la société du nivellement par le bas dans laquelle nous sommes tous en train de plonger. Mais on voit qu'il faut toujours un événement exceptionnel pour qu'on se retrouve. Faut une Coupe du Monde, faut des Jeux Olympiques. Et on parle toujours de parenthèses enchantées comme si c'était quelque chose qui était inatteignable au quotidien. Mais alors que sur le terrain, beaucoup de gens ont envie de retrouver cette solidarité, ont envie de retrouver ce bien-être, ont même envie de retrouver cette excellence. Parce que c'est un mot qui finit par faire peur. Donc c'est quelque chose auquel nous devons tous travailler, ne pas forcément attendre que ça vienne des politiques. Parce que même quand on parle de nivellement par le bas, on voit l'incarnation politique, on voit l'incarnation des penseurs, on voit dans tous les niveaux. J'ai l'habitude de dire souvent que en 50 ans, dans la pensée, on est passé de Jean-Paul Sartre à Nabila, par exemple, donc pour parfaitement, sans vouloir envoyer de tacles gratuits. Et c'est vrai que faut que le sursaut parte de chacun de nous au quotidien. Réponse de Jérémy, évidemment. Jérémy Je remercie Emmanuel pour ses connaissances historiques, mais je rappelle que Vercingétorix, c'est une parenthèse enchantée. Bon, tous les deux, vous nous emmenez sur des sommets de l'histoire. Bravo à tous les deux. Alors, votre coup de gueule, cher Emmanuel. Mon coup de gueule, il est suivant, et en fait, ça se raccroche un peu à ce que je viens de dire. Je trouve complètement ridicule le spectacle de Lucie Castet qui s'autoproclame la future Premier ministre. Elle joue à être Kamala Harris number 2. Je pense qu'elle a à peu près les mêmes compétences. C'est tout dire. Quel est l'objectif? Quelle est la répartition géographique? On a toujours des annonces, on a l'impression, alors certes ce sont des ministres démissionnaires, mais ce gouvernement comme les précédents, depuis que les réseaux sociaux existent, on a l'impression qu'ils ne s'expriment plus pour les Français, mais ils s'expriment pour les réseaux. C'est infernal. Est-ce qu'ils réfléchissent à ce qu'ils disent avant? Bon, Abel Boilly. Non seulement il s'exprime pour les réseaux, mais il s'exprime uniquement pour les prochaines élections aussi. Il ne s'adresse plus à des hommes, des femmes, des citoyens, des citoyennes, mais il s'adresse à des électeurs et à des électrices. Donc effectivement, il y a une certaine confusion. La réalité, c'est que à part quelques images, on ne sait pas trop ce que c'est. Et la réalité, c'est qu'on ne sait pas quelle est l'ampleur aussi de ce qui se passe sur le continent africain. Est-ce que dans les rues, les gens sont en train de tomber, de mourir avec plein de boutons sur le corps? Est-ce que c'est une varicelle en pire? On entend beaucoup de choses. Et ce qu'on a vécu effectivement avec la période Covid a été très traumatisant. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des membres de leur famille, des amis, des proches. Je pense que personne n'a envie
envie de revivre les confinements, mais aussi personne n'a envie de revoir une France qui est dépassée par un phénomène, en fait, qui est dans l'incapacité de protéger ses concitoyens. Voilà. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps et choisir une communication qui ne rime pas avec manipulation. Il ne faudra pas se louper. Pourtant, l'État doit redoubler de vigilance. Aussi, nous vous posons la question, l'État doit-il gérer les lieux de culte? Tout de suite, vous nous donnez votre point de vue. Ça pose pas mal de questions. Peut-être Jérémy Stubbs, alors on profite de votre présence parce que nous, il y a la sacro-sainte laïcité en France. Par exemple, en Grande-Bretagne, la religion fait partie des préceptes de l'État. Oui, c'est l'Église d'Angleterre qui fait partie de l'État, en quelque sorte. Ça nécessite peut-être d'avoir l'œil dessus. Alors, vous avez dit le fait de les payer, est-ce que ça permet d'avoir un droit? Moi, je vais poser la question justement à Abel Boilly. Je le rappelle, Abel Boilly, vous avez cette association Tous Unis, dont la vocation est d'un travail de proximité auprès des quartiers. Est-ce que justement, et ça avait été une question posée d'ailleurs à l'époque par Nicolas Sarkozy, le fait de s'occuper de la formation, d'avoir un peu la main, peut-être d'investir, ça empêche d'avoir des intrusions étrangères. C'est ça l'idée aussi. Moi, je pense qu'à défaut de gérer, le ministère de l'Intérieur doit avoir un œil plus avisé. Puisqu'avant de répondre à votre question, il y a une chose dont les Français en marrent, c'est que lorsque des individus comme ça sont mis à nu sur la place publique, on se rend compte en fait qu'ils étaient connus depuis des années et qu'en réalité, ça fait des années qu'ils étaient dans cette propagande fallacieuse. Moi, je pense de façon plus globale que le fait religieux, les représentants du fait religieux doivent faire leur aggiornamento. Qu'est-ce que je vois sur le terrain? Moi, je peux voir des imams, des bons imams, des pasteurs, des bons pasteurs qui sont inquiets d'une chose. Parce que il y a ce qui se passe dans les lieux de culte, mais il y a aussi les prédicateurs TikTok, comme on aime les appeler, voilà. Donc il était très actif sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Enfin, il est très actif, cet imam. Comme vous avez dit, on ne pourra pas les empêcher de parler en réalité. Il y a des jeunes qui des fois peuvent voir des prédications très véhémentes et qui ensuite vont confronter ce qu'ils ont entendu sur les réseaux auprès d'imams, de bons imams, ou auprès de bons pasteurs. Et quand ceux-ci expliquent à ces jeunes que non, c'est pas la bonne manière de voir la religion, il y a des jeunes qui disparaissent parce qu'ils préfèrent entendre le discours véhément qu'il y a sur les réseaux sociaux. Alors je ne dis pas tous les jeunes, bien entendu, parce qu'il faut faire preuve de nuance, mais on est face à ce défi, il faut trouver une sorte, sans ingérence, mais une sorte de quelque chose d'officiel dans la formation, parce qu'il y a des imams qui s'improvisent imams après un séminaire de 3 jours, vous avez des pasteurs aussi qui s'improvisent pasteurs après des séminaires de 3 jours, qui prennent un local, qui remplissent 200, quand je dis 230, 40, ça peut monter jusqu'à 200, 300, 400 personnes, qui n'ont aucune formation et qui prêchent chaque semaine avec leur libre arbitre et avec des fois des prédications qui sont clairement anti-républicaines. En tout cas politisées. Politisée, anti-républicaine. Et j'aimerais finir mon propos sur une chose, parce qu'il y a une hypocrisie dans laquelle on est beaucoup. On a pu pointer du doigt du fait que certains musulmans, on peut dire que les lois divines étaient supérieures aux lois de la République pour eux. Moi, j'aimerais casser une hypocrisie. Tous les croyants, dans toutes les religions, pensent que les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la République. La nuance, elle est où? Elle est du fait que si on croit en Dieu, pour les personnes qui y croient, parce que je respecte le principe de laïcité, on ne peut pas aller à l'encontre des lois de la République. Elle est là, la nuance. Mais poser la question de but en blanc pour stigmatiser toute une part de la population, c'est un peu hypocrite, parce que je le répète, pour tout croyant lambda, quelle que soit la religion, les lois divines sont au-dessus des lois de la République. On l'a vu, alors pour d'autres questions, le mariage pour tous, par exemple, etc., etc. Parce que quand on est un représentant religieux et qu'on dénie un droit aux femmes, comme ça l'est fait par cet imam, c'est qu'on n'est plus du tout dans un discours religieux, mais on est dans un projet politique qui n'est pas du tout celui de la France. Alors, avant la petite pause, juste le mot de la fin, une conclusion très courte, Abel Boilly. On peut s'appuyer sur la religion encore pour remettre certains jeunes dans le droit chemin? On peut s'appuyer tant que ça ne s'oppose pas au principe, puisqu'on est en France, de la laïcité et du respect des règles communes. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et il est vrai que les responsables religieux, dans cet aggiornamento que je demande aussi, doivent aussi imbriquer plus de citoyenneté à la spiritualité. Ouais, et très important. D'où cette question, hein. Vous voyez, il faut quand même se la poser. Nous avons la chance d'avoir Titouan Castric, vice-champion olympique de kayak. Il est avec nous. Antoine Mazer nous l'a amené. Allez, question
d'Abel Boilly. Alors ma question sera très simple. Donc déjà, encore une fois, félicitations. On a dû vous le dire 1 milliard de fois, mais je tiens à vous réitérer parce que c'est quelque chose de formidable. Moi, j'aurais 2 questions rapidement. Moi, je travaille beaucoup auprès des jeunes en tant qu'acteur associatif et je vois que lorsque l'on parle de canoë, de kayak ou de kayak cross, lorsqu'il y a des stages d'initiation auprès des jeunes, c'est rare de voir un jeune qui ne kiffe pas le moment, comme on dit. Alors, ma première question, c'est vous, comment êtes-vous tombé dans ce sport? À quel moment avez-vous décidé d'en faire votre passion, d'en vivre et d'essayer d'être le meilleur au monde? Parce que comme tout sportif, c'est l'objectif. Et deuxième question, selon vous, que doit faire la fédération au-delà de la problématique du matériel, comme vous l'avez expliqué, au-delà de la problématique de plus d'endroits, du besoin de plus d'endroits mis à disposition pour pratiquer, que doit faire la fédération, voilà, pour créer un engouement plus fort autour de votre sport? Titouan Castric. Déjà, dans un premier temps, merci. Et après, donc, votre première question, comment je me suis mis dedans? Déjà, moi, j'avais des parents dans le milieu. Donc quand j'étais petit, en vacances et tout ça, ils m'ont amené sur des rivières, sur des lacs et tout ça. Et après, c'est à 7 ans, j'avais un club dans ma ville. Donc j'ai contacté mes copains et je me suis allé, on y va tous ensemble. Donc j'y suis avec des potes à moi. Donc forcément, on dirait que j'ai kiffé comme tu l'as dit tout à l'heure. Et entre les stages, être en extérieur, passer du temps avec mes copains en camping, des trucs comme ça, c'est ça qui m'a fait accrocher. Et après, je dirais qu'à 16 ans, je suis entré en pôle espoir, donc chez moi, pareil, à Sévigné, en Bretagne. Donc le pôle espoir, t'es avec que des gens de ton âge au lycée, à te la coller tous les jours à l'entraînement et à parler que de ça quasiment. Et donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire de la compète. Avant, j'étais pas trop axé compète. Et donc là, avoir être vraiment dans un milieu qui faisait que de brasser ça encore et encore, à un peu toujours vouloir être devant ses compagnons d'entraînement. Au final, je me suis vraiment attaché à cette compète et au final j'ai passé les étapes grâce à ça et donc ça qui m'a mis dedans et donc oui, quelle suggestion Titouan pour la fédération, parce que ça ne demande qu'à prendre finalement. Au sujet de la fédération, je pense déjà peut-être faire un meilleur taf de communication. Je pense qu'on a un peu des lacunes à la fédération de kayak en communication. On a des personnes très motivées, mais je pense qu'il manque un peu de moyens et de temps, donc je pense que ça pêche un peu. Et après, sinon, je dirais la vie associative. Je pense que ce soit en kayak ou dans tous les sports français, ça a de plus en plus de mal à prendre. Il y a de moins en moins de bénévoles. Nous, on voit vraiment un recul de la vie associative et des clubs en général en France. Donc, les gros clubs persistent, mais les petits clubs ont vraiment du mal à survivre. Donc, je pense faire un travail là-dessus, que ce soit dans les communes ou la fédération. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait mettre les bouchées doubles. Ouais, très intéressant. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Après ce savoureux moment olympique, les auditeurs de Sud Radio, vous allez partager un autre beau moment avec nous, celui où les vraies voix se mettent à table. Ce soir, les vraies voix Abel Boilly, Corinne Tapiro et Jérémy Stubbs. Voici leur tour de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Abel Boilly, alors justement, nous évoquions les Jeux Olympiques. Bien, vous voulez évoquer les Jeux Paralympiques qui commencent la semaine prochaine. Oui, bien entendu. Donc, on a vécu ce que certains appelleront parenthèse enchantée avec les Jeux Olympiques. Peut-être que cette parenthèse va se réouvrir. Mais moi, ma question est de savoir si ces Jeux Paralympiques n'obtiendront pas, la médaille d'or des Jeux de la compassion. Pourquoi? Je travaille beaucoup au niveau de la situation du handicap et il y a une chose que je sais, c'est qu'une personne en situation de handicap ne demande ni que l'on s'apitoie sur son sort, ni à être traité comme un super-héros ou une super-héroïne du fait d'être en situation du handicap. Et moi, ma crainte, que ce soit dans les commentaires sportifs, que ce soit dans les interviews, c'est que l'on puisse dire « Regardez, la personne, il lui manque une jambe, mais elle est tellement formidable, voilà ce qu'elle a fait. Regardez un tel, il lui manque un bras, mais il est tellement formidable. » Les personnes en situation de handicap ne veulent pas être traitées comme des Superman parce que handicapés, justement. Moi, je veux passer des Jeux Paralympiques où j'ai la même exigence que pour des Jeux Olympiques, c'est-à-dire encourager, critiquer,
attendre des super performances de nos athlètes français. Record ou pas. Record ou pas. Et encourager sur la performance sportive et considérer avant tout des athlètes plutôt que des personnes en situation de handicap. Tout en espérant, bien entendu, que ces Jeux paralympiques puissent permettre une meilleure inclusion de la situation du handicap dans la société française. Donc, pas d'apitoiement, mais pas de superlatif non plus, que nous puissions vraiment apprécier ces Jeux à leur juste valeur, parce qu'une personne en situation de handicap, c'est une personne avant tout. Et comme pour toute personne, eh ben, vous avez des personnes très bien, et puis vous avez des têtes à claques. Et c'est juste le gène de l'humanité qui est comme ça. Donc, savourons les choses à leur juste valeur pour ne pas tomber dans quelque chose qui ressemblerait à une ambiance plus hypocrite qu'autre chose, ça desservirait la cause. Bien vu, bien vu. Nous, évidemment, nous en parlerons la semaine prochaine. Ça sera l'ouverture dès mercredi prochain des Jeux paralympiques et j'aurai le plaisir d'être rejoint ici par Judith Belair et nous vous présenterons notamment des émissions où nous axerons aussi sur les thématiques autour des Jeux paralympiques et peut-être de rappeler que des fois il y a aussi des choses à améliorer. Et d'où l'absence de compassion. Merci pour votre tour de table à Belle-Boilly. Vous, Corinne Tapireau, puisqu'on parle des femmes, ça évoque quelque chose pour vous de se dire, tiens, une femme présidente des États-Unis? Absolument rien. On infantilise les femmes. Et pire encore, on personnalise tellement les élections dans le monde entier aujourd'hui que le programme politique passe systématiquement au second plan. Le premier résultat de notre consultation sur le compte X de Sud Radio. Donc, j'ai volontairement pris quatre qualificatifs assez différents. Donc, vous dites une femme à la tête des États-Unis, c'est nécessaire. Vous dites oui à 4%. Est-ce que c'est réconfortant? Donc réconfortant, ça veut dire que oui, en fait, ça permet d'avoir et des hommes et des femmes. Vous dites 2%. Est-ce que c'est symbolique? L'aspect symbolique, c'est peut-être juste ça. 7%. Est-ce que c'est pour vous sans intérêt? 87%. Voilà, c'est exactement ce que vous venez de dire, Corinne Tapireau. Pour vous, je reviens vous voir, Pierre Garlin, mais pour vous, à Belle-Boilly, c'est quoi? Il y a quand même, alors allez peut-être à un symbole, jusqu'au symbole, non? Je vais faire du Emmanuel Macron, je vais essayer de faire du en même temps et je vais vous dire quelle est ma position. Il y en a qui vous diront que c'était peut-être nécessaire vu l'état de santé de Joe Biden, il y en a qui vous diront que c'était peut-être réconfortant pour s'opposer à Donald Trump, dont on connaît le caractère et le comportement. Il y en a qui vous diront que c'est symbolique parce que femme noire opposée à l'homme blanc, on sait très bien, c'est une histoire de casting. Alors j'ai volontairement pas évoqué l'origine parce qu'il y avait déjà eu Barack Obama. Oui, elle est métisse en plus. Non, mais je sais, elle est métisse, mais vous savez comment ça se passe. Et on sait très bien que dans le milieu anglo-saxon, je pense que vous le confirmerez, le casting est très important quand même, y compris aux politiques. Je ne dis pas qu'il n'est pas important en France, mais aux États-Unis, on est quand même spécialiste par rapport à ça et on voit tout à fait l'image. Moi, je m'inscris dans le sans intérêt tout simplement. Pourquoi? D'accord. Je suis français. La France n'est pas le 51e État des États-Unis. Alors ou 52 ou 52 ou 52e, pardon si je me trompe. Je vais suivre l'élection parce que je m'intéresse à la politique, mais la France n'est pas le faire-valoir des États-Unis. Quand il y a nos présidentielles à nous, je pense pas que ça fait la une de CNN, de CBS ou autre. Donc je vais suivre, mais pour moi c'est sans intérêt. Et comme ça vient d'être dit aussi tout à l'heure, l'important c'est le programme. Moi je ne le vois pas. On a un ensemble de choses, surtout qu'il y a la convention démocrate qui se finit ce soir, je crois. Alors, on va y venir, parce que vous comptez sur moi quand même. Bon, il y a l'aspect. Bon, j'ai l'impression que il y avait pas de bon candidat aussi à Belle-Boilly, donc faut peut-être aussi lui laisser sa chance à Kamala Harris. Oui, mais bon, comme ça a été dit, c'est tellement surjoué. On a le déploiement. Même si la convention est à Chicago, mais on a le déploiement d'un film hollywoodien, on a eu droit aux larmes de Joe Biden, on a eu droit à Steve Kerr, le coach NBA des Golden State Warriors, on a eu droit à tout ça. Effectivement, il y avait personne d'autre. Et il y a une chose qu'il faut aussi rappeler, c'est que initialement, quand Joe Biden se lance à la conquête de la Maison Blanche, il devait faire un seul mandat et ensuite passer la main à Kamala Harris. Ensuite, comme beaucoup, il a pris goût au pouvoir et puis cette idée de réaffronter Donald Trump
faisant son chemin, il avait décidé en fait de se représenter pour un deuxième mandat. Donc les experts savent que Kamala Harris l'a eu en travers de la gorge pendant un petit moment. Donc là, Joe Biden a été dégagé pour rester poli. C'était la seule qui était là. Tout le monde s'est mis derrière, mais je vous dis, il y a une sorte en tout cas de mon côté, il y a une overdose, quoi. Je suis pas américain. Dont acte. Mais alors, c'est intéressant.